La Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, tout un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Une fois encore cette semaine, nous braquons les projecteurs sur le tueur Ebola. L'épidémie est en croissance explosive en Afrique de l'Ouest, avertit l'Organisation mondiale de la santé qui réclame un renforcement drastique des moyens de lutte. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter, alors qu'au Libéria, on craint que la fièvre Ebola replonge le pays dans la guerre civile. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. Dans quelques petites minutes, les invités de Washington Forum se pencheront donc sur l'épidémie d'Ebola qui continue d'inquiéter le président américain. La crise va au-delà de la santé publique. C'est aussi une menace croissante pour la sécurité régionale et mondiale. Au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, les systèmes de santé publique se sont effondrés. La croissance économique ralentit considérablement. Si cette épidémie n'est pas stoppée, elle pourrait provoquer une catastrophe humanitaire dans la région. À l'heure où les crises régionales peuvent rapidement se transformer en menaces planétaires, endiguer l'Ebola est dans l'intérêt du monde entier. Barack Obama intervenait ce jeudi lors d'une réunion à New York sur l'épidémie en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, ton grave, d'autant que la maladie s'étend à une vitesse exponentielle, d'après l'OMS qui craint 20 000 cas d'ici à novembre au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. La Guinée, où une équipe anti-Ebola a été attaquée récemment depuis Conakry, le reportage de notre correspondant Zakaria Kamara. Toujours prêts à partir, ces volontaires de la Croix-Rouge se déploient dans les quartiers de Conakry pour une sensibilisation. Mais s'ils travaillent sans incident dans la capitale, par contre, dans le sud du pays et dans d'autres régions, les équipes médicales se heurtent souvent au rejet des habitants. Une situation qui ne facilite pas la lutte contre Ebola. Dans la préfecture de l'Abbé, suite à la distribution des dispositifs dans les mosquées et qu'il y a des esprits malveillants qui ont fait circuler en rumeur que ces dispositifs contenaient des talismans contre les fidèles qui fréquentaient ces mosquées. La réticence, un nouveau défi pour les autorités de Conakry. Il y a quelques jours, 8 membres d'une délégation en campagne de sensibilisation ont été tués à Ouémé dans Zérekoré. Nous espérons et nous ferons de telle sorte que ce soit un incident isolé, malheureux certes, mais isolé, et que toutes les mesures sont prises pour qu'il ne se répète plus. C'est vrai que c'est un incident qui a surpris tout le monde. Ces actes violents sont l'expression de la peur qui hante les populations, disent certains observateurs. Une maladie nouvelle, étrangère, comportementale. Pour la traiter, ce sont des médecins blancs qui portent des scaphandres et qui viennent traiter des populations qui n'ont jamais approché un blanc et qui l'ont probablement simplement vu un blanc à la télévision ou bien dans une chaîne de cinéma. Ils ont eu l'impression que maladie nouvelle plus blanc masqué, cela signifie que probablement c'est une maladie importée, amenée par les mêmes blancs. L'un de l'épicentre de la maladie, certains habitants de la capitale vivent eux aussi dans une grande inquiétude. Ils ont peur d'Ebola parce que les gens se sont rendus compte que cette maladie tue beaucoup plus qu'on n'y s'attendait. Mais la peur parce que la maladie, on ne sait pas. Elle ressemble au palu. Elle ressemble à la diarrhée ordinaire. Les gens pensent qu'en pulvérisant les concessions, ils sont contaminés par la suite. Face à la recrudescence du virus, un travail de sensibilisation est nécessaire, mais il est difficile à mener avant d'avoir rétabli la confiance entre les communautés et les équipes médicales. Zakaria Kamara, La Voix de l'Amérique. Merci bien, Zach. Pour entrer dans le vif du sujet, j'accueille mes invités. Avec moi sur ce plateau, le docteur Malonga Miatidula, qui en 1976 faisait partie d'une équipe internationale dépêchée dans le nord de la République démocratique du Congo
alors appelé Zaïre, pour identifier et lutter contre ce qui allait devenir la première épidémie jamais enregistrée du virus Ebola. Et nous espérons être rejoints par ce sociologue que vous avez vu dans le reportage, le sociologue Alpha Amadou Banobari, qui est enseignant-chercheur à l'université de Sonfonia à Conakry. Nous espérons pouvoir entrer en contact avec lui très bientôt. Mais revenons justement à cette attaque meurtrière dans le village guinéen de Womé contre cette équipe chargée de former la population à se protéger contre l'Ebola. Docteur Miatou Dila, l'endiguement de la maladie se heurte-t-il à des obstacles très particuliers à l'Afrique de l'Ouest? Je crois que ce sont les mêmes contraintes que nous avons vues en RDC, en Zaïre à ce moment-là. C'est exactement les mêmes choses. J'ai eu la chance de parcourir la Guinée. Je ne vois pas en quoi la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria sont différents de RDC. Donc, ce sont les mêmes contraintes. Donc, vous voulez dire défiance des populations par rapport aux messages de santé publique et leur crainte de fréquenter les structures de soins, les rites locaux, funéraires notamment, la difficulté à isoler les gens et à les empêcher de circuler, donc des pierres d'achoppement évidemment qui freinent la détection du virus. Voilà, parmi je crois que notre ami de Guinée, le professeur Barry, a identifié le vrai problème. Le vrai problème, ça se trouve au niveau de la sociologie. Et le président Obama a parlé de la maladie d'Ebola en disant que ce n'est pas un problème médical, ça va au-delà de la médecine. Et l'erreur que la plupart des gens qui attaquent cette épidémie, c'est de considérer Ebola comme une maladie. Alors c'est donc leur propriété. Alors nous, les médecins, nous arrivons dans des communautés. Vous avez vu des médecins blancs qui arrivent dans des communautés dans des costumes bizarres. Et à quoi peut-on s'attendre si ce n'est que l'opposition de la population? Donc, le problème, à mon avis, est faussé au départ. Alors, les autorités, les équipes médicales chez vous, comment ont-elles pu surmonter ces écueils? Voilà. Donc, nous avons identifié 3 écueils. C'est ça que nous avons appris. La première contrainte, c'est le manque de savoir, l'ignorance. L'ignorance qui est malheureusement couplée avec le manque d'humilité, ça veut dire l'arrogance de la part de ceux qui prétendent avoir la connaissance. Donc ça, pour moi, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est l'insuffisance des ressources. L'insuffisance des ressources pour attaquer le problème. Et le troisième écueil, c'est même les ressources, les rares ressources qui sont disponibles sont mal utilisées. Donc voilà les 3 écueils importants qui freinent l'efficacité de la lutte contre Ebola. Alors pour revenir à la RDC, il faut dire qu'il y a eu 71 cas qui ont été répertoriés depuis la réapparition de l'épidémie le 11 août à Boendé, une localité de la province de l'Équateur. La maladie a fait une 40aine de morts d'après le gouvernement congolais qui indiquait il y a quelques jours que l'épidémie était en voie d'être maîtrisée. Si cela s'avère, docteur Miatou Dila, qu'arrive à faire la RDC pour arrêter la propagation du virus Ebola et que peut apprendre l'Afrique de l'Ouest de votre pays? Donc nous avons eu la chance d'être la première victime de cette maladie et nous avons appris et nous avons développé une recette qui a montré son efficacité 7 fois parce que la RDC a été attaquée 7 fois depuis 1976 par Ebola. Et à chaque fois, on arrivait à contenir l'épidémie. Donc la recette existe. Et cette recette, c'est quoi? D'abord, c'est la communication. Ça veut dire qu'il faut mettre les communautés au devant. Il faut leur donner l'information parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Comme disent les Américains, knowledge is power. Donc, vous donnez à la communauté l'information et après, après l'information, vous commencez à communiquer. Ça veut dire, vous vous asseyez avec les gens de la communauté et ensemble, vous développez des stratégies. Et vous serez étonné, tout expert que vous soyez, que les gens vont venir avec des solutions auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais des solutions qui s'appliquent
dans leurs conditions. Vous créez donc la confiance. Mais ce que nous avons vu en Guinée orientale, c'est le résultat d'une approche qui ne respecte pas les deux éléments, l'information, mais surtout la communication. La communication, c'est un dialogue dans les deux sens. C'est un dialogue où la communauté apprend et en même temps les experts apprennent aussi. Ensemble, on arrive à des stratégies qui sont sociologiquement acceptables. Si vous ne faites pas ça, vous créez la méfiance et la méfiance va vous amener au malheur auquel on vient d'assister en Guinée et à l'échec qu'on vient d'avoir. Donc c'est la première, pour moi, l'information, surtout la communication, est au centre. Et alors c'est autour de ça que vous allez bâtir les autres 4 piliers de la lutte contre Ebola. Alors, pour les autorités congolaises et l'OMS, l'épidémie en RDC n'est pas liée à celle qui frappe l'Afrique de l'Ouest, où l'Ebola a déjà fait plus de 2800 morts sur plus de 5800 cas depuis le début de l'année. Le Libéria, pays le plus touché, devrait compter début novembre près de 10 000 cas, la Guinée autour de 6 000 et la Sierra Leone plus de 5 000. Mais pour les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les CDC, jusqu'à 1,4 million de cas pourraient être répertoriés d'ici à janvier prochain en Sierra Leone et au Libéria. Alors, docteur, dites-nous, ce scénario du pire, est-il exagéré ou est-il en passe malheureusement de devenir réalité? Moi, j'insiste, d'abord, avant de répondre à cette question, j'insiste que l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest n'est pas différente. Donc, le virus, c'est le même virus, avec la même efficacité de tuer. Ce qui est différent, c'est la recette, la stratégie, la riposte. En Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas voulu suivre la recette qui a donné ces résultats en Afrique centrale. Parce que je ne parle pas seulement de la RDC, mais en Ouganda, on a eu la même chose. Au Congo-Brazzaville, on a eu la même chose. Au Gabon, on a eu la même chose. Mais chaque fois qu'on appliquait la recette qui a été développée en 1976, on a de bons résultats. Et on verra aussi, par exemple, que le Nigeria, aussi, dont la capitale compte plus de 15 millions d'habitants, est toujours en Afrique de l'Ouest, mais n'a pas eu le même développement exponentiel parce qu'ils ont appliqué la recette. Donc c'est une question d'appliquer la recette. Et justement, à propos du Nigeria, cette nouvelle qui est tombée ce jeudi, l'OMS qui dit que le Nigeria n'a plus de cas d'Ebola. En fait, c'est le président, pour rectifier. En fait, l'OMS attend toutefois 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation, pour déclarer que le pays n'est plus touché. Voilà. Donc là, on constate qu'effectivement, il y a des mesures qui sont prises, qui peuvent être prises. La recette existe. Nos amis de l'Afrique de l'Ouest ont commis l'erreur, de ne pas reconnaître la maladie, parce que la maladie était là depuis le mois de décembre. Ils ont fait la politique de l'autruche. Oui. Deuxièmement, quand la maladie est arrivée, ils n'ont pas appliqué les recettes. Donc nous disons ceci, quand une maladie nouvelle apparaît dans votre pays, vous ne savez pas comment faire ça, vous devez demander l'assistance, les conseils aux amis qui ont fait ça. Les Américains, quand ils ont eu des problèmes d'inondation avec leur barrage en Louisiane, ils ont demandé le conseil des Hollandais, parce que les Hollandais ont déjà lutté contre ce genre de problème. Donc c'est ça que moi, personnellement, je regrette que l'OMS n'ait pas aidé, l'OMS et les autres n'ont pas aidé les gouvernements de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone à demander de l'aide, soit aux Ougandais, soit aux Congolais, soit aux Gabonais, qui ont déjà eu ce problème-là. Alors, je vous parlais de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président guinéen a également participé ce jeudi à la réunion de l'ONU sur l'Ebola. Je vous propose d'écouter Alpha Condé. J'espère que nous allons pouvoir suivre... Ah non, malheureusement, on me signale que la vidéo n'est pas là encore. Alors, docteur Miatudila, que fait l'Union africaine? Elle semble être totalement absente sur le terrain. Ça, c'est notre cause de honte pour moi en tant qu'Africain. Je pense que si on compare, même si on met les simples faits de chiffres, de mathématiques, le nombre de victimes de certaines attaques terroristes, avec le nombre de victimes que fait ce virus d'Ebola, il n'y a même pas de comparaison.
Donc le silence de l'Union africaine, ça me gêne horriblement. Parce qu'elle pourrait au moins montrer son intérêt à un problème qui n'est pas un problème régional, mais qui devait devenir un problème continental. Parce que le virus d'Ebola, comme les autres virus, n'a pas besoin de passeport pour passer de la Guinée au Sénégal ou au Kenya. Il n'a pas besoin de passeport. Et vraiment, ce manque d'intérêt... Qu'aurait-elle pu faire, l'Union africaine? Mais l'Union africaine, par exemple, pourrait, ne fût-ce que faire ce qu'on est en train de faire maintenant aux Nations Unies, provoquer une réunion et faire partager, demander aux gens qui ont l'expérience de contribuer. On demande aux militaires de certains pays d'aller aider les autres qui sont en face de problèmes de guerre. Pourquoi ne pas demander, quand il s'agit d'une invasion virale, pourquoi ne pas faire la même chose? Alors, la discussion a également lieu sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Nous entendrons quelques commentaires après cette courte pause. Jacques Aristide, de retour avec vous, plein feu sur l'épidémie d'Ebola en Afrique. Nos invités, le professeur, en fait, le professeur n'est pas là. Nous avons au téléphone maintenant notre correspondant à Conakry, en Guinée, Zakaria Camara. Merci d'être avec nous, Zakaria, et avec moi, toujours sur ce plateau, le docteur Malonga Miatoudila, qui est là, qui est spécialiste sur l'Ebola. Et comme promis, les points de vue de nos Facebookers. Je commence par Gérard Dossou de Cotonou, Bénin. Il faut que les dirigeants africains arrêtent d'attendre l'aide de l'Occident et financent eux-mêmes les recherches en médecine endogène pour finir avec l'Ebola. Neski Freeman de Lubumbashi, RDC. Je suis opposé à la mise en quarantaine de quartiers entiers que je trouve cruelle. 3000 soldats américains, c'est bien. Mais que font les dirigeants africains? On a essayé de répondre à cette question tout à l'heure. Ibrahima Issa Diallo de Conakry, Guinée. Les autorités des pays affectés fournissent un effort inlassable. Il y a une forte implication des ONG dans la sensibilisation, dont le réseau guinéen des jeunes de la francophonie auquel j'appartiens. Et Namakan Diakité de Bamako, Mali. Malheureusement, les obstacles socioculturels seront très difficiles à surmonter car ils dénotent le manque de confiance des populations vis-à-vis de leurs dirigeants. Avant de retrouver nos invités, Nicolas Pinault m'a rejoint sur ce plateau. Nicolas qui revient du siège des CDC à Atlanta. Nicolas, je parlais de cette prédiction très alarmante des CDC un peu plus tôt. Comment cet organisme du gouvernement américain est arrivé à ce chiffre d'1,4 million de cas probables en janvier? Bonsoir Jacques. Alors c'est vrai que c'est un calcul informatique qui n'est pas basé sur des projections. Et dans ce système informatique, les Américains sont partis sur les données d'août, justement, qui commençaient, où la situation de l'Ebola commençait à s'aggraver. Et il faut quand même estimer que l'autre hypothèse pour expliquer ce chiffre énorme, 1,4 million, c'est que selon les Américains, beaucoup de cas ne sont même pas signalés finalement. Et c'est pour cela qu'on a une épidémie qui progresse, mais visiblement sur le terrain, ce serait même pire, car le docteur le rappelait, et même dans le reportage, on a des symptômes qui sont similaires parfois à la fièvre typhoïde, par exemple, ou à la malaria, avec de la fièvre et de la diarrhée. Donc, c'est sur ce modèle-là que se basent les Américains pour aboutir à cette projection d'1,4 million. D'accord, mais que préconise l'Agence fédérale pour éviter
éviter ce cas de figure? Alors, le directeur du CDC, le docteur Tom Frieden, annonce clairement les choses. La situation va s'empirer tout d'abord, il faut être clair là-dessus. Et ensuite, ça va commencer à s'améliorer. Pourquoi? Puisque la mobilisation internationale commence vraiment maintenant. Nous sommes malheureusement 9 mois après le début de l'épidémie qui était apparue au mois de janvier en Guinée. Et il va falloir justement aider ces systèmes de santé nationaux qui sont vraiment à bout de souffle. On voit ces images de patients qui sont refusés les uns après les autres. Et le grand point sur lequel insistent les Américains et qu'on n'insiste peut-être pas assez, c'est l'hydratation qui est un facteur clé concernant l'Ebola. Il faut hydrater les malades. Et par exemple, les Américains se sont rendus compte que même en buvant du Gatorade, une des boissons un petit peu fétiche ici aux États-Unis, on améliorait les chances de survie des patients qui étaient atteints d'Ebola. Et nous, il faut dire évidemment, ici à la Voix de l'Amérique, Nicolas, on consacre beaucoup d'émissions à cette maladie. Washington Forum, d'ailleurs, reviendra sur l'épidémie le 9 octobre prochain. Et certainement, il y aura des reportages de vous, Nicolas. Oui, tout à fait. Voilà, vous restez avec nous. Et abordons maintenant les craintes du Libéria, sorti de la guerre civile il y a une décennie. Crainte de replonger dans le conflit à cause de l'épidémie d'Ebola, qui a des répercussions sanitaires, mais aussi économiques et politiques, selon le ministre libérien de l'Information, Louis Brown. Voici ce qu'il a dit à l'AFP. Les hôpitaux luttent, mais les hôtels aussi, de même que les entreprises. Si cela continue, le coût de la vie va grimper. On a une population agitée. Le monde ne peut pas attendre que le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée retombent dans le conflit qui pourrait être le résultat de cette lenteur dans la réponse à la lutte contre Ebola. Je crois que maintenant nous avons en ligne professeur Barry, si je ne me trompe, ou peut-être... Voilà, Zakaria est avec nous. Zakaria, vous avez entendu cela. Est-ce que ce sont des appréhensions légitimes? Je n'ai pas compris. Bonsoir Jacques, je n'ai pas compris la question. Je parlais de ces craintes du Libéria. Alors, il y a eu le ministre de l'Information qui a déclaré que le pays risque de replonger dans le conflit. Et vous, au niveau de la Guinée, est-ce que ce sont des craintes que vous pensez qui peuvent être légitimes? Oui, bien sûr que c'est des craintes aujourd'hui observées en Guinée par de nombreux Guinéens. Quand on sait que le Libéria et la Guinée sont, disons, des pays, disons, liés par des familles dont on peut retrouver une partie de l'autre côté, ce qui pourrait avoir des incidences sur en tout cas la gestion de Ebola, parce que la guerre pourrait amener, disons, des populations du Libéria vers la Guinée, et ce qui pourrait, disons, rendre le contrôle d'Ebola difficile pour les autorités sanitaires guinéennes. Alors, Zakaria, il y a votre président qui a participé aujourd'hui, ce jeudi, à la réunion de l'ONU sur Ebola. Je vous propose de l'écouter. Il faut isoler Ebola et non les pays affectés. Il faut mieux communiquer pour lutter contre cette panique générale qui s'empare du monde, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Il faut donc mieux comprendre l'Ebola pour que les gens aient moins peur, pour que les frontières s'ouvrent, les aéroports et les ports. Voilà le président guinéen Alpha Condé. Alors la communauté internationale réclame des mesures draconiennes. Eh bien, la Sierra Leone a imposé 3 jours de confinement à l'ensemble de la population pour tenter de dépister le virus. Docteur Mia Poudila, quel bilan faites-vous de cette opération? A-t-elle été efficace? Non, je suis en contact avec des amis de Freetown. Je crois qu'il faut faire let's wait and see. C'est trop tôt pour dire si le confinement va donner de bons résultats. Donc on va voir dans les semaines qui vont venir comment la courbe de l'épidémie va se présenter. Mais moi, je pense que la lutte contre l'Ebola, ça doit se baser sur 5 piliers. Donc, c'est comme une voiture. Vous pouvez avoir 3 pneus qui marchent très, très bien, mais s'il y a un pneu qui n'existe pas, vous n'allez jamais rouler. Donc, il faut que tous les éléments de cette lutte-là fassent partie de la lutte. Le confinement n'est qu'une partie. Résumez-nous rapidement là, ces piliers. Les piliers, c'est d'abord un diagnostic rapide, un diagnostic à temps. Mon ami à côté a dit, ça commence par la fièvre. Et puis après, on a des yeux rouges, la bouche rouge, on commence à saigner. Donc ça, c'est déjà un moyen pour faire le diagnostic rapide.
Après avoir fait le diagnostic rapide, il faut maintenant essayer de isoler les malades. Isoler les malades. Je vais vous demander rapidement de les résumer parce que malheureusement, nous n'avons pas C'est la beaucoup deuxième de temps. partie. Oui. À la troisième partie maintenant, il faut soigner ceux qui sont déjà infectés et puis donner les ressources qui sont nécessaires pour faire tout ça. Mais au centre de cette lutte, comme j'ai dit, c'est l'information et la communication. Avoir la confiance des communautés, c'est une guerre qui se fait au niveau local. D'accord. Alors, Nicolas, ici aux États-Unis, il y a eu la crainte que les hôpitaux ne soient pas adéquatement équipés pour éliminer en toute sécurité les déchets infectieux générés par une personne atteinte d'Ebola. Vous qui vous êtes rendu au CDC, qu'en est-il de la situation en Afrique ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une crainte, même aux États-Unis, on parlait d'éducation et de croyance, et même ici aux États-Unis, les personnels de santé ont craint justement. Et par exemple, à Atlanta, à Emory Hospital, là où les 2 premiers patients américains ont été atteints, on enrobe de 40 couches les déchets des patients traités pour Ebola pour justement rassurer les contractuels qui sont chargés de les évacuer. Mais ce qui était intéressant aussi de noter, c'est que les Américains soutiennent qu'on n'a pas forcément besoin absolument d'une unité d'isolement total pour traiter d'Ebola. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette idée en Afrique que les Occidentaux sont mieux traités, mais ce n'est pas forcément ce qui est la clé concernant le traitement de l'Ebola. Les Américains soulignent qu'il y a vraiment ce qu'ils appellent personal care, donc vraiment un traitement personnel et individualisé pour les malades peut notamment être très très important pour la guérison de l'Ebola. Zakaria, le président Obama a annoncé la semaine dernière un plan d'action contre l'Ebola, dont l'envoi de quelques 3000 militaires sur le terrain. Comment ces mesures ont-elles été accueillies chez vous ? Et alors, certains pensent que c'est normal quand on sait qu'il y a des réticences, surtout dans le sud du pays, où en tout cas les agents chargés en tout cas de sensibiliser ou d'autres chargés de récupérer les corps sont confrontés à une résistance qui s'exprime maintenant par des violences. Et donc d'autres pensent que la présence des militaires dans les localités reculées comme dans le sud du pays n'est pas la bienvenue. Ça ne fera que renforcer la réticence des communautés. Docteur Mia Tudila, très rapidement, 2 vaccins et plusieurs traitements sont à l'étude pour traiter cette pathologie. Est-il temps pour les grands laboratoires et des entreprises de biotechnologie d'y travailler très sérieusement ? Voilà, moi je regrette qu'on ait attendu 40 ans depuis la découverte de cet Ebola, de ce virus. Nous savons déjà en 1976 que les malades qui ont survécu à Ebola ont des anticorps efficaces contre la maladie. Ça, nous savons. Et nous avons fait des traitements, nous avons traité des malades avec le sérum de convalescence, ça donne des bons résultats. Nous sommes en train d'espérer aussi qu'un vaccin va bientôt être donné parce que le virus d'Ebola, c'est un virus donc, contre lequel on peut facilement faire des vaccins. Nous avons vu la mobilisation internationale quand on a eu le SARS, un autre virus. Donc c'est possible de développer des vaccins. Maintenant, le troisième point, c'est les viricides, c'est-à-dire que les antiviraux. Je suis presque sûr que ça ne doit pas poser plus de problèmes que les antiviraux qu'on a développés pour un virus qui est de loin plus intelligent que le virus d'Ebola, le virus du sida. Donc le virus d'Ebola est un virus, moi j'appelle souvent un virus stupide parce qu'il tue rapidement, donc il n'a même pas le temps de vivre longtemps dans un individu pour faire des mutations. Donc effectivement, c'est plus facile d'inventer des médicaments efficace contre le virus d'Ebola. Zakaria, le mot de la fin est à vous. Commence-t-on déjà à tirer les leçons de cette épidémie la plus grave de l'histoire chez vous en Guinée? Non, je pense que... Ah, voilà, Zach n'est plus avec nous. Est-ce que c'est ça ce que vous avez compris, Nicolas? En tout cas, les autorités américaines sont toujours très préoccupées par 2 points. Tout d'abord, changer les pratiques rituelles, notamment concernant les corps. Ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'au Congo, on est habitué, mais également concernant la viande de brousse, on ne change pas du jour au lendemain les habitudes alimentaires des populations. Et ça va prendre du temps. Voilà. Merci Nicolas Pinault. Merci au docteur Malonga Miatoudila, qui est un spécialiste sur l'Ebola. Merci de votre attention. Merci à Zakaria Kamara, notre correspondant en Guinée, à Conakry. Voilà, à très bientôt. Take care.